Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Smart Impact. Comme chaque vendredi, c'est avec Émilie Kovacs. Bonjour Émilie. Bonjour Thomas. Tout va bien? Ça va très bien et vous? Très bien, heureux de vous accueillir, fondatrice, rédactrice en chef d'Ecopo, média, expert de l'économie responsable. Alors ce vendredi, Émilie, c'est une émission spéciale qu'on vous propose pour parler de tourisme responsable et plus précisément de la fabrique du tourisme, groupe de réflexion dont la mission est d'identifier les enjeux du tourisme de demain. On commencera avec l'interview de Franck Gervais, qui est parrain de la session RSE de cette fabrique du tourisme et directeur général du groupe Pierre et Vacances. Oui, et dans notre débat, du coup, nous parlerons du livre blanc ESG que cette fabrique du tourisme vient de publier. Nous en parlerons avec Johanna Wagner, qui est co-organisatrice des sessions de travail et coordinatrice du livre blanc, du coup, et Alexandre Guérin, qui également est co-organisateur de sessions de travail dans cette fameuse fabrique du tourisme. Et puis dans Smart Ideas, Aimé de Jouffret nous présentera Aimante Paris. C'est une marque de maillot de bain éco-responsable et inclusive. Voilà pour les titres émissions spéciales tourisme de demain dans Smart Impact. Et on ouvre cette émission avec notre premier invité, Franck Gervais, qui est donc le parrain de la session RSE de la Fabrique du Tourisme et directeur général du groupe Pierre et Vacances Center Park. Il est avec nous en visioconférence. Bonjour Franck Gervais. Est-ce que vous nous entendez bien pour commencer? Un petit test. Je vais tester. Moi, je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça marche parfaitement bien. Bonjour Thomas. Bonjour Franck. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter déjà cette initiative, la Fabrique du Tourisme, c'est quoi? Alors, les mots ont leur sens, la fabrique du tourisme. Donc, on veut vraiment produire quelque chose d'utile. Donc, qu'est-ce que c'est au départ? C'est une réflexion commune. Donc, il faut rendre hommage aux trois créateurs de cette fabrique. Donc, c'est le cabinet MKG avec Vangelis Panayotis, c'est la BPI avec Pedro Novo, et puis c'est le groupe Extend AM avec Bertrand Pullès. Et ils sont nés d'une idée qui est de se dire on veut que ce tourisme propose quelque chose. C'est un secteur fabuleux, on y passe des moments top, de plaisir, dans des destinations magnifiques, mais on sait aussi qu'il y a un enjeu énorme autour du respect de l'environnement, d'un tourisme beaucoup plus durable. Et donc n'ayant pas une approche de produire un énième livre qui va caler une armoire, ou bien d'être censeur, donneur d'ordre, mais ayant une approche vraiment beaucoup plus pragmatique où tous ensemble, on se met autour de cette cause et on partage les meilleures pratiques pour produire à la fin un guide qui est un vrai guide opérationnel où on donne de façon très très pratique les bons tips, les bonnes recommandations à tous les acteurs du secteur. Et donc on a des chefs d'entreprise, on a des grands groupes, on a des propriétaires de murs, on a des banques, on a des chercheurs, des économistes, on a aussi des écologues et puis on a aussi des étudiants. Donc c'est une approche très ouverte, pratique, qui a un seul but, faire progresser le sujet collectivement. Et alors quelles sont les raisons de votre parrainage de cette première session de travail de cette fabrique du tourisme? Alors, personnellement, moi, je suis très impliqué sur ce sujet-là. Quand j'ai accepté d'être parrain, c'est être porte-voix. Donc, c'est faire de la pédagogie là-dessus, avec, je pense, avec deux qualités, humilité et conviction. Donc, en tout cas, c'est la raison pour laquelle moi j'ai accepté de prendre ce rôle de parrain. Et peut-être que moi, j'ai été dans le passé directeur général de voyagesncf.com. D'accord, en Europe, de Thalys, là maintenant de Pierre et Vacances Center Park, donc j'ai probablement peut-être un spectre assez large, et puis cette approche qui est une approche où on a envie de faire progresser le collectif, et donc c'est le porte-voix d'une cause, et c'est pas à titre individuel, et je pense que c'est le but de ce parrainage sur un sujet qui est le sujet aujourd'hui, je pense, le plus important pour le tourisme, pour l'avenir du tourisme. Dans un contexte, on le rappelle, quand même particulier, où le monde justement du tourisme est à l'arrêt, Franck. Oui, le contexte, en fait, il est particulier. En fait, vous savez, c'est très... pour moi, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que on sait que ce sujet du respect de l'environnement était un sujet sur lequel il y avait urgence. Il y a toujours urgence. Et le tourisme, là-dessus, est en fait à la fois contributeur de cette urgence. On sait qu'il a un impact significatif sur l'environnement et il pâtit aussi de cet impact-là parce que la montée des mers,
l'absence de neige sur certaines stations l'hiver. Donc il a un rôle clé, il est très attendu. Et puis les conditions sont réunies parce que quand on interroge les clients, ils nous disent pour 3/4 d'entre eux, je veux un tourisme plus durable. Ils nous disent pour 3/4 d'entre eux, je veux avoir un impact économique et environnemental positif lorsque je suis en vacances, lorsque je consomme des séjours. Donc, pardon de vous interrompre, cette mutation, elle se fait sous la pression des consommateurs. Est-ce que vous diriez ça, même s'il y a évidemment des acteurs engagés? Et puis, deuxième aspect de la question, est-ce que c'est le meilleur moment? C'est-à-dire que comme l'économie du tourisme est en crise, est-ce qu'elle a les moyens de s'imposer cette mutation? Alors, l'évolution, c'est une évolution qui se fait de la part des acteurs du tourisme d'abord. Il y a une vraie prise de conscience de leur part. Il y a une prise de conscience des clients. Il y a une prise de conscience des citoyens, ça c'est fondamental, les citoyens, que ce soit les parents, les enfants, quelle société on veut laisser à nos enfants, il n'y a pas de planète B, et puis aussi de l'ensemble des organisations gouvernementales, économiques, donc il y a un vrai moment collectif. Votre seconde question, Thomas, elle est clé, c'est de se dire, est-ce que c'est quand on est en pleine crise, aujourd'hui, le tourisme a été divisé par 2 l'année passée, plus que 2, qu'on réfléchit à ces moments-là? Eh ben, je pense que paradoxalement, oui, parce que c'est comme ça, c'est dans ces moments-là qu'on se réinvente et qu'on se projette en montrant un visage nouveau, futur, beaucoup plus respectueux et beaucoup plus dans les codes, dans les attentes des clients. Et ce n'est pas des choses qui sont coûteuses. Il y a certains points qui sont coûteux, mais c'est surtout des choses qui sont des choses très pratiques, qui sont des réflexes pour avoir les bons réflexes au bon moment. Et donc les 11 actions, elles prennent toute la chaîne du tourisme, depuis la construction d'un bâtiment jusqu'à l'exploitation, jusqu'à l'approvisionnement en nourriture et en boissons, la consommation énergétique. Donc c'est plutôt des réflexes, des bonnes pratiques. Et tout ça, c'est évidemment maintenant qu'il faut le faire. Parce que je pense que c'est dans ces moments de crise qu'on se réinvente le mieux. Mais est-ce que vous diriez que l'ensemble des acteurs de ce secteur, du tourisme, se sentent impliqués par ces causes-là, y compris les gros acteurs qui vont vendre du voyage, de tourisme de masse, par exemple? Est-ce que vous diriez que cette prise de conscience est généralisée? Je pense qu'elle est de plus en plus généralisée, clairement. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une attente de nos clients, d'abord. Et donc, sous la pression amicale et positive de nos clients, quand ils nous disent, pour 3/4 d'entre eux, je veux choisir une entreprise et donc un type de voyage respectueux de l'environnement, celui ou celle qui ne fait pas, qui ne propose pas ce choix-là dans sa proposition d'offre, d'expérience client, va progressivement être mis au banc des consommateurs sur le côté. Donc c'est une vraie obligation de changement. Et il y a vraiment cette prise de conscience de la part de tous les acteurs du tourisme. Simplement, on ne le sait pas forcément et on ne le partage pas forcément entre nous. Et donc la Fabrique du tourisme, elle a vraiment cet objectif-là de dire réunissons entre nous toutes les bonnes pratiques, collectons ces bonnes idées, on les écrit, on met quelques recommandations, mais vraiment très très pratiques, on va y venir sur quelques recommandations, et à la fin, ça veut dire qu'on favorise l'engagement, on favorise le consommer mieux, et donc un tourisme différent, qui est un tourisme plus respectueux, plus durable. Ce qui est intéressant et relativement original quand même dans la démarche, c'est que finalement ce sont des entreprises qui sont aussi concurrentes, qui acceptent d'ouvrir le capot ensemble et de partager ce qu'il y a de mieux. Ça, c'est fondamental dans la démarche, c'est-à-dire qu'on s'est réunis en atelier, c'était en octobre, et puis ensuite on a beaucoup travaillé, alors à distance parce qu'on était en plein confinement numéro 2, mais là-dessus, tout le monde a enlevé son chapeau de « je suis monsieur ou madame X ou Y représentant telle ou telle entreprise ». Chacun a œuvré vraiment en coopération autour d'une cause qui nous réunit tous. Donc à aucun moment dans toutes les sessions, je n'ai senti de tirage de couverture, je mets en avant ma marque, mes initiatives. Ça a été très humble et très en conviction. Et si vous diriez que la France est en avance selon vous par rapport aux autres pays du monde, comment se situe notre pays ? Alors je pense que la France n'est pas forcément parmi les pays les plus en avance parce que on sait qu'on a des pays, notamment les pays nordiques, où on a une culture très installée d'un point de vue respect de l'environnement, pratique, avec un impact positif pour l'environnement.
Et donc ça se retranscrit aussi sur le tourisme. Par contre, la France est en train vraiment de rattraper son retard avec plein de belles initiatives. Et donc là-dessus, je pense que la France, qui est aujourd'hui l'acteur numéro 1 du tourisme dans le monde, peut devenir l'acteur numéro 1 du tourisme durable. Et c'est ça l'enjeu de la France en termes de tourisme dans les années qui viennent. Est-ce qu'il y a beaucoup de bonnes idées qui viennent des startups, comme dans d'autres secteurs ? Alors il y en a plein. Je vais vous en citer. Une qui est dans la fabrique du tourisme et avec laquelle il se trouve que nous on travaille côté Pierre Vacances Center Park, c'est Betterfly. Betterfly Tourisme, avec laquelle on travaille et qui fait aujourd'hui, nous, dans des campings pour Maeva, donc qui est une des marques du groupe. Betterfly vient et vous fait un diagnostic très simple en reprenant toute la chaîne client et en vous disant comment dans ces campings, et donc nous on veut développer une gamme qui s'appelle Respire avec de l'éco-resort très très poussé, comment par des gestes très très simples qui disent à quel moment vous allumez, éteignez la lumière, à quel moment vous allumez, éteignez le chauffage et comment vous le liez à votre présence ou absence dans le bâtiment. Donc toute cette chaîne client, toute cette chaîne de consommation, elle est décortiquée pour des propriétaires de camping. Et donc c'est Betterfly Tourisme qui aide vraiment à la praticité de ce diagnostic et puis à éveiller la conscience des clients simplement en leur disant avec tel et tel geste très pratique vous pouvez changer la chose. Il y a je vais sortir du secteur du tourisme, un exemple qui m'a frappé, qui est dans l'électricité, où une application qui a été faite par un grand acteur de l'électricité a simplement donné l'information à chaque client, vous, moi, sur quel est votre niveau de consommation compte tenu de votre famille, de la taille de votre logement, par rapport à la moyenne de vos alter ego. Et simplement par cet affichage-là, cette information, de dire où vous vous situez, mieux ou moins bien, on a vu que la consommation en moyenne a baissé de 20%. Parce qu'on vous guide dans cette moyenne, on vous donne une référence et du coup, ça vous incite à une meilleure pratique. Et donc c'est ça qu'on fait tout au long des préconisations de la fabrique du tourisme. C'est que on aide, on partage de l'information et puis on enclenche dans ce mouvement du consommer mieux qui est fondamental. Et on va continuer de partager puisque dans notre débat, on continue de parler de cette fabrique du tourisme. Merci beaucoup Franck Gervais. On va notamment détailler les leviers d'action. Il y a 9 leviers d'action qui sont proposés dans ce livre blanc. Et nous accueillons tout de suite deux co-organisateurs de sessions de travail au sein de la fabrique du tourisme. Il s'agit d'Alexandre Guérin et de Johanna Wagner. Bonjour à vous deux, merci de nous rejoindre. Bonjour. Pour parler notamment de ce livre blanc issu de la première session de travail, donc sur le tourisme responsable. Alors, quel est l'objectif de ce livre blanc, Johanna Wagner ? L'objectif, c'est de fournir à l'intégralité des participants à l'industrie du tourisme et à leurs parties prenantes un outil très concret avec des ressources, des fiches pratiques et un certain nombre d'informations sur comment rendre son établissement de l'industrie touristique plus durable. Comment il est structuré ? Parce qu'on ne l'a pas entre les mains. Là, imaginons que j'ai ce livre blanc entre les mains. C'est vraiment très pratique. Effectivement, vous ne l'avez pas encore entre les mains puisqu'il sortira officiellement ce lundi. Il est effectivement très pratique. Il est structuré autour des 3 principaux thèmes de l'hôtellerie qui sont la partie immobilière, la partie opérationnelle et enfin les parties prenantes de l'hôtellerie, autour de 11 actions et 9 fiches pratiques. Alors justement, essayons de rentrer dans le détail de ces 9 actions, peut-être pas les 9, mais en tout cas peut-être commençons par quelques-unes. Rénover et concevoir des hôtels passifs ou qui produisent de l'énergie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce point, Alexandre Guérin ? Bien sûr, on se rend compte en fait assez rapidement que les acteurs du tourisme ont leur part de responsabilité dans le réchauffement climatique, en partie à cause de la consommation énergétique des bâtiments touristiques. Si on prend un hôtel, 60% de la consommation énergétique d'un hôtel viennent des chambres. Et dans ces chambres, on va réussir à isoler un certain nombre aussi de sources de chaleur, le chauffage, la climatisation, l'eau chaude. Et on va se rendre compte qu'en fait,
que ce soit sur du bon sens ou grâce à l'aide d'outils un peu plus technologiques, qu'on peut réduire cette facture énergétique. Et là-dessus, c'est particulièrement important pour le secteur parce que vous savez qu'il y a une pression réglementaire de plus en plus forte. Il y a le décret tertiaire qui va nous encourager à réduire de 40% d'ici 2030 notre consommation d'énergie finale dans ces bâtiments tertiaires. Donc il faut trouver des solutions. Mais les solutions, vous dites, elles sont finalement assez simples. C'est pas le poste le plus coûteux en matière d'investissement, justement pour révolutionner le secteur du tourisme. On a une palette de sens. solutions. On a une palette de solutions. Ouais. On en identifie plusieurs très concrètes, de manière très pragmatique dans le rapport. Ça peut aller travailler sur l'exposition de son bâtiment. Mon bâtiment qui est exposé sud. Bon, peut-être que l'hiver, je peux essayer de commercialiser, si je suis un hôtelier, des chambres prioritairement face exposé sud. À la bonne exposition. À la bonne exposition, exactement. Ça peut être aussi des solutions plus techniques, mais il y a un certain nombre de partenaires qu'on peut identifier sur le marché qui peuvent nous aider là-dessus et travailler sur la gestion technique du bâtiment. Réguler la température de sa chambre, si elle est occupée ou pas occupée, si je suis en été ou si je ne suis pas en hiver, et donc ajouter une petite dimension d'intelligence artificielle là-dessus, et on se rend compte qu'on peut facilement baisser un petit peu le degré de sa chambre sans que cela gêne le client. Et qu'en plus, en fonction de l'occupation de son bâtiment, on peut rajouter une dimension d'intelligence à cette démarche. Pour aller jusque même de la production d'énergie, c'est ça. Donc là, après, c'est quoi? C'est de la mise de panneaux solaires. En effet, on peut se permettre, on a le droit d'être très ambitieux dans le tourisme durable et on peut voir vraiment les choses en grand. Et un certain nombre de bâtiments aujourd'hui intègrent en effet des solutions de création d'énergie qui peuvent, par exemple, passer par des panneaux solaires, en effet, en fonction de la configuration du bâtiment, mais aussi par un choix de matières isolantes, plus ou moins forts et plus ou moins, selon les parties du bâtiment qu'on veut travailler. Mais là aussi, on peut avoir un bâtiment qui soit le plus neutre possible dans sa consommation énergétique. Alors, Johanna Wagner, il y a un autre aspect qui moi, me semble très important, c'est la question des labels, parce que ce soit dans le secteur du tourisme ou dans tous les secteurs dont on parle régulièrement dans cette émission, il y en a tellement qu'on finit par s'y perdre. Qu'est-ce que vous proposez en la matière dans ce livre blanc pour à la fois certifier l'engagement des acteurs et justement guider les clients, les consommateurs ? Vous avez raison, on en a beaucoup et les étudiants qui ont participé à la rédaction du livre blanc en ont pris conscience en voyant au cours de leurs recherches. Et nous, le parti pris dans le rapport, c'est de mettre en avant la note environnementale. Parce que la note environnementale, les clients commencent à s'y habituer. On l'a vu au début sur l'électroménager et on est en train de faire des tests sur d'autres secteurs de l'économie et de l'industrie. Et l'hôtellerie fait partie de ces secteurs où on la teste. Et donc, on a eu notamment pendant la matinée de la Fabrique du tourisme, la société Betterfly Tourisme, qui est venu parler aux professionnels de l'hôtellerie et leur expliquer comment cela pouvait être au service de la communication auprès de leurs parties prenantes sur leur engagement. Et donc, on est sur un outil qui est reconnu. Ce serait quoi, une sorte de Nutri-Score, mais version professionnelle du tourisme, c'est ça ? Absolument, absolument. Classé de A à E ou F. Exactement. Donc, on va regarder par exemple la part de produits bio qui est utilisée dans l'hôtel. On va regarder aussi quel type d'équipement technique et technologique est présent, où il a été sourcé, comment il a été construit, etc. Donc, c'est une note globale et il existe aujourd'hui des manières de la mesurer de manière fiable. Et ça fait partie clairement des manières quand même d'éviter aussi le travers, l'autre travers qui est le greenwashing. Donc il faut trouver un bon entre-deux entre ces deux extrêmes. Un bon juste milieu. Alexandre Guérin, une des autres actions est d'inscrire l'établissement dans un écosystème d'acteurs locaux pour ses achats. Effectivement, les achats sont directement concernés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce point ? Bien sûr. Un bâtiment touristique, c'est avant tout une localisation, un emplacement et donc un écosystème local. On se rend compte qu'on n'est pas toujours en lien direct, pourtant, avec les acteurs de cet écosystème local. Alors que, si on déroule tout le cahier des charges, toute la structure d'exploitation d'un établissement touristique, on peut quand même identifier assez facilement des éléments qu'on peut aller sourcer localement. Si on prend la dimension restauration, en plus ce sont des sujets que les consommateurs ont particulièrement en tête, on se rend compte qu'on n'a que 5 à 10% de ventes directes, alors que près de 70%, d'après une étude assez récente, montrent que les consommateurs sont avides de manger local. Comment faire ? Là encore, on a identifié un certain nombre d'acteurs, des nouveaux acteurs, des start-up, qui proposent à des professionnels
des solutions de sourcing de produits locaux. Ça veut dire sortir du Touringis, quoi, si je vous entends bien, parce que c'est un peu circuit court, Thomas. Bien sûr, je sais bien, mais c'est parce que le problème, c'est que le Touringis, il est puissant. Et donc, c'est pas si facile souvent quand on discute avec les professionnels. Non, il y a d'elle d'en sortir. Alors là, on a identifié dans ce rapport une société qui s'appelle Promus, qui est récente, et dont la promesse, c'est sourcing à moins de 80 km de l'établissement touristique, avec la promesse d'un produit traçable, raisonnablement tarifié pour toutes les parties, et une fraîcheur inégalée, avec en plus, évidemment, la dimension logistique, transport. On a moins de 80 km, donc là-dessus aussi, on est durable. Et donc, ça concerne l'ensemble des achats, et donc l'ensemble des fournisseurs qui travaillent avec les hôteliers, j'imagine. Pour cette société en particulier, on est plutôt sur la dimension donc, restauration, sourcing de produits à destination des restaurants, des épiceries, des supermarchés. Et donc, en effet, les hôteliers peuvent évidemment aller s'approvisionner là-dessus. Allez, un autre levier d'action, les plastiques à usage unique. Johanna Wagner, alors là aussi, bon, ça semble assez évident, sauf que ce n'est pas encore pratiqué par la majorité des acteurs du tourisme. Alors, il y a beaucoup d'enjeux autour du plastique, notamment quand on est sur la restauration, on pense à l'hygiène, etc. Donc, ça crée clairement une barrière, mais tout comme pour les réseaux de fournisseurs locaux, on a de plus en plus de startups qui se penchent sur la question et qui viennent fournir des solutions, que ce soit pour les clés pour entrer en chambre, pour aussi tout ce qui est contenant, évidemment. On peut aussi changer ses pratiques et passer à de la consigne. Lorsque l'on fait de la vente à emporter, par exemple, on peut consigner ses emballages plutôt que d'utiliser des emballages en plastique. Donc, il y a vraiment des solutions et on en liste d'autres encore. C'est aussi la force du livre blanc, avec des liens directs vers le site de certaines de ces startups et de certains de ces fournisseurs qui ont fait un vrai travail de R&D pour répondre aux enjeux spécifiques de notre secteur. Alors, quel est le programme pour cette année 2021 pour la Fabrique du tourisme? Alexandre Guérin. Le tourisme durable, c'était la première édition. C'était un sujet qui nous semblait particulièrement urgent et sur lequel on a voulu mobiliser l'ensemble des acteurs du tourisme pour parler aux acteurs du tourisme et proposer de manière pragmatique des solutions. Ce format, qui est un format donc collaboratif, intergénérationnel aussi parce qu'on y a associé des étudiants qui se destinent à ce métier du tourisme. Et donc c'était intéressant d'avoir le regard sans filtre, neuf sur la question. Mais ce format, il a bien marché. Il a bien marché. On a un kit, on a une boîte à outils dans lequel on peut aller piocher un certain nombre de solutions concrètes dès aujourd'hui pour ces établissements. Et on va vouloir le décliner sur tous les autres sujets pour préparer le tourisme demain. Parce qu'on a bien conscience qu'on est dans un secteur qui n'a pas attendu mars 2020 pour entamer sa transformation. Par contre, ces dernières semaines, ces derniers mois, on sent une vraie accélération sur un certain nombre de thématiques. Les nouveaux usages liés à l'hôtellerie, le coworking, le co-living. Il se passe un certain nombre de choses en lien avec le secteur du tourisme. On veut les identifier, prendre de la hauteur et toujours travailler de manière collaborative sur cette question. Et donc, on aura l'occasion de reparler de la Fabrique du tourisme. Merci à tous les deux. C'était passionnant. C'est l'heure de Smart Ideas tout de suite. Merci. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Une start-up en pleine lumière avec Smart Ideas. La bonne idée du jour est signée Aimée de Jouffret, cofondatrice d'Aimante Paris. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous avez créé une marque de maillots. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Dites-nous avec quelle idée vous l'avez créée, cette marque? Alors, Aimante Paris, c'est une marque de maillots de bain éco-responsables et inclusive. Vous en avez un avec vous? Oui. Voilà. Ok. Je vais vous montrer. Alors, a priori, on se dit qu'il n'y a rien de spécial, sauf que... Non, alors c'est un maillot de bain éco-responsable pour 3 raisons. Alors, il n'y a pas de définition universelle de l'éco-responsabilité, c'est plus un ensemble de critères. Donc, éco-responsable aujourd'hui parce que nos matières sont en polyamide recyclé. Ça veut dire qu'ils sont tous issus de filets de pêche et de bouteilles plastiques abandonnées dans les océans. Donc, nous, on les récupère, on les lave, on les broie et on les remet à l'état de fibre avant de refaire du tissu. Et donc, l'avantage, c'est que vous avez un tissu qui est extrêmement doux et agréable à porter et vous économisez pendant ce processus 80% d'eau. Donc ça, c'est le premier critère qui est ultra important. Quels sont les autres? La suite, c'est qu'on fait que des précommandes. Donc, on ne surproduit rien. On fait vraiment en fonction de la demande.
Et le troisième, c'est que vous avez un produit 100% made in Europe, parce que tous nos tissus sont italiens. Notre fabrication est 100% portugaise et nos packaging sont en carton recyclable et fait en France. Et vous êtes également une marque inclusive, racontez-nous. Alors, inclusif parce que dès notre première collection, nous avons souhaité faire du 34 ou 44 dans l'idée d'augmenter notre panel de taille au fur et à mesure des collections. Voilà. Et donc, vous avez créé une capsule avec l'association AIDA, c'est ça? De quoi s'agit-il? Oui. Alors, en fait, on essaye à chaque collection de s'associer avec une association. Donc, la première, on l'a lancée au moment de la crise du Covid. Alors, du coup, on a décidé que pour chaque maillot vendu, on donnerait 1 euro à l'association des hôpitaux de Paris. Et en septembre dernier, nous avons lancé des t-shirts avec l'association AIDA. Alors, c'est quoi l'association AIDA? Alors, c'est une association qui essaye de casser l'isolement des jeunes dans les hôpitaux. Donc, en les accompagnant, en faisant des activités avec eux, en étant présents, mais c'est que des jeunes pour que justement les jeunes malades soient accompagnés par des gens de leur âge. Voilà. Et donc, vous avez vendu en un an 500 maillots de bain, c'est ça? Oui, toujours en précommande. En précommande, donc sur votre site, j'imagine? Oui. Et dites-moi, moi j'ai une question concernant la récupération des déchets pour construire, pour ensuite récupérer la matière première finalement de vos maillots de bain. Comment vous les récupérez? Par quels moyens et où vous les récupérez? Alors nous on achète le tissu, c'est une usine en Italie qui s'occupe de tout ce processus. Mais nous on a choisi cette usine et on souhaite vraiment travailler seulement avec eux pour vraiment être sûr à 100% de tout ce processus de fabrication. C'est l'usine en fait qui se charge de récupérer les déchets. D'accord. Comment vous voyez la suite des projets pour cette année et pour l'avenir? Alors l'ambition des membres, c'est vraiment de continuer à proposer tous les ans des collections qui soient toujours belles, bien coupées, dans des jolies matières et dans des jolies couleurs, mais toujours en respectant et l'environnement et les gens qui la produisent. Et ben voilà, un beau programme. Beau merci. Bon vent à aimante Paris. Mais oui, avec le sujet tourisme responsable et les maillots de bain, on est prêt à partir. Merci Émilie, à la semaine prochaine. Thomas. Je vous donne rendez-vous demain pour Smart Future, l'émission des entreprises qui innovent. Bonne fin de journée à toutes et à tous. Et merci à la technique aussi. La chaîne des audacieux, évidemment, on les embrasse comme d'habitude.